Comme dans toute la France, plusieurs comités sont nés pour obtenir une épreuve olympique dans leur ville ou bien héberger des athlètes durant les phases de préparation. C'est aussi une manière de participer aux Jeux Olympiques et d'apporter son soutien au bon déroulé des Jeux. Aujourd'hui, les villes olympiques sont toutes sélectionnées et une part a été attribuée à la Bretagne. Si aucune épreuve des JOP 2024 n'est organisée en Bretagne, par contre, les collectivités espèrent attirer des délégations étrangères. Et pour ça, 49 équipements sportifs de qualité ont été labellisés au travers de la Bretagne. Tandis que je préparais cette interview, je suis tombé par hasard sur un article du Télégramme, pour ne pas le citer, un article s'intéressant à une personne venue dans son ancien collège présenter son rôle de chargé de mission au comité d'organisation des JOP de Paris 2024. Et il était dit que cette personne était milisacoise. Alors j'ai la chance d'avoir cette personne en face de moi pour lui demander « Bonjour Karine, et bienvenue dans ce podcast Regard au cœur. Dis-nous de quel côté de la Bretagne viens-tu » Bonjour, je viens d'un petit village à côté de Brest, dans le Finistère, qui s'appelle Milizac. J'avoue que je suis assez fière d'être bretonne, et ça me fait chaud au cœur d'y retourner, de voir ma famille, mes amis, et dans les concerts, les événements sportifs, on voit tous tout le temps au moins un petit drapeau breton. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et en effet, quand je rentre là-bas, j'en profite pour aller dans mes anciens établissements ou auprès d'associations pour essayer de faire parler des Jeux jusqu'au fin fond de la Bretagne. Alors pourquoi as-tu choisi de faire l'IAE Paris-Sorbonne ? Quels étaient tes souhaits ou tes aspirations, pourrait-on dire, en intégrant cette formation à l'IAE ? Ce choix, il était très lié à mon projet professionnel avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Puisque, en fin de compte, j'étais en stage au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques avant d'intégrer le master. Et en fin de compte, ils voulaient me prendre en CDI directement. Comme il me restait une année d'études à faire, on a trouvé ce compromis de l'alternance, donc on s'est mis d'accord et puis j'ai cherché une école. D'un point de vue logistique, c'était ultra pratique l'IAE et surtout j'étais déjà très sensible à l'IAE, au système IAE et convaincue puisque j'avais déjà fait mon master 1 à Nantes en contrôle de gestion et j'avais une super bonne réputation de l'IAE de Paris-Sorbonne. Donc c'est assez naturellement en fin de compte que je me suis orientée vers l'école et puis j'ai trouvé mon bonheur en plus avec une formation en 1 an et qui était à 4 stations de métro de Saint-Lazare où était le siège du COLO. Peux-tu nous préciser à nos auditeurs quel master et en quelle année c'était ? Du coup c'était un master MAE en gestion de projet et innovation et je l'ai intégré en septembre 2019 pour 1 an de formation du coup. Et quel était ton parcours étudiant avant ce diplôme ? Un parcours que j'ai construit pas à pas, sans avoir la vue sur in fine ce que je voulais faire. Je me suis vraiment laissée guider par mes envies au fil des années. J'ai fait un bac ES à Brest donc. Après, je me suis laissée guider vers une prépa commerce. Au bout de 3 mois, j'étais assez convaincue que je voulais pas mettre de côté toute ma vie pendant 2 ans pour des études, tout en sachant que je voyais pas d'intérêt à intégrer une école de commerce. Donc j'ai rebasculé vers une licence d'AES. Donc, je me suis assez vite ennuyée, donc j'ai construit pendant ma licence 2 notamment un échange avec le Canada. Donc, je suis partie en 3e année là-bas, avec plutôt un profil concentré sur la gestion quand même. Et puis, une fois au Canada, je me suis dit que j'allais intégrer un IAE, mais dans quelle formation, je ne savais pas. Donc, par élimination, j'en suis arrivée à me dire que contrôle de gestion et l'audit me plairait bien. Donc, j'ai passé mon score message à Montréal. Et puis, je suis arrivée à l'IAE de Nantes en contrôle de gestion en Master 1. Et je me suis assez rapidement rendu compte que j'arriverais pas à rester derrière un bureau et derrière des tableaux Excel tout le temps. J'étais ultra frustrée de ne pas aller sur le terrain et de voir concrètement comment se reflétaient ces chiffres. Donc j'avais besoin d'un équilibre. Et en parallèle de ça, j'avais toujours fait des événements en tant que volontaire sur des grands événements sportifs.
en finissant l'année à la fac en avril-mai. Ça laissait du temps l'été au-delà d'un job étudiant. Donc j'étais volontaire sur différents événements comme le tournoi qualificatif olympique de basket féminin à Nantes en 2016 pour préparer Rio du coup. La Coupe du Monde de basket 3-3 en 2017 et des petits matchs, des matchs internationaux en Bretagne dans le Grand Ouest. Et donc j'ai demandé à l'IE s'ils pouvaient m'octroyer une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2, en sachant assez pertinemment que je ne reviendrai pas en Master 2. Mais au moins, ça me laissait le temps de voir pendant un an si ça pouvait fonctionner dans le sport, si je pouvais faire un peu de ma passion mon métier, et si je pouvais mettre à profit les compétences que j'avais acquis au travers mon Master contrôle de gestion dans ce métier-là, dans le sport, pardon. Donc j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu un stage à l'Euro de hand féminin en 2018. Je l'avais eu en décembre 2018. J'étais à la recherche en juin 2018. Il y avait un site de compétition à Nantes. J'ai eu un super feeling avec la maître de stage. Donc l'aventure s'est passée d'une manière assez incroyable, autant humainement que professionnellement. Et puis la question après c'était comment rebondir parce que les stages, il y en a quand même pas mal dans l'événementiel sportif, mais comment est-ce qu'on en fait un métier vraiment? Et encore une question de timing, les premières offres de stage se postaient sur le site du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, que je scrutais pas mal. Et donc j'ai été prise sur un stage pour planifier les aménagements temporaires des Jeux Olympiques. C'était assez stratégique à l'époque et surtout très macro, parce on était 35 quand je suis arrivée, donc on était vraiment une toute petite équipe en mars 2019 donc. Donc je fais ce stage et puis je suis arrivée du coup à l'IAE pour faire ma 5e année, mon master 2 en MAE, gestion de projet innovation. Quel conseil donnes-tu à un futur étudiant de ton master? Le conseil que je donnerais déjà dans le process d'admission pour un master en alternance, c'est du coup idéalement d'avoir l'entreprise en candidatant à la formation. Moi j'ai clairement vu que c'était presque acquis en ayant cet argument de j'ai déjà une entreprise et j'ai déjà un projet professionnel qui est assez précis. Et ça, en plus, au-delà du fait que j'étais dans une formation où la plupart des personnes avec qui j'étais, c'était des personnes qui sortaient d'école d'ingénieur. Moi, j'avais pas du tout ce profil-là. Et donc, je pense que ça a vraiment aidé. Cet aspect, ça a été un atout d'avoir déjà une entreprise qui me suivait pour ce projet en alternance. Et pendant la formation, je dirais que c'est vraiment l'organisation, l'anticipation, pour permettre d'allier à la fois école et entreprise dans un rythme qui est parfois intense, et que moi je l'avais choisi que ce soit un rythme intense et j'étais assez impliquée dans mon entreprise, mais je pense que c'est vraiment l'organisation et l'anticipation vraiment c'est vraiment la clé sur l'alternance. En préparant ce podcast, tu nous as parlé de ta mission au sein des Jeux Olympiques et Paralympiques. Peux-tu nous parler du dossier en tête de pile sur ton bureau en ce moment? Est-ce que nous parlons des épreuves de handball? Oui, bien sûr. En tant que chargée des opérations techniques des compétitions de handball, on a un gros sujet qui est qu'on commence notre compétition à Paris pour les phases de poule et puis on bascule à Lille un jour plus tard. Donc en ce moment, on a deux gros sujets qui sont impactants. On a les transferts de toutes nos populations sportives, c'est-à-dire athlètes, mais aussi la fédération internationale, les arbitres, certains volontaires qu'on doit faire basculer d'un jour à l'autre de Paris à Lille, en sachant que du coup on finit la compétition à Paris le 4 août à 23h et on reprend la compétition à Lille, au stade Pierre-Mauroy, le 6 août à 9h30. Donc c'est vraiment 2 nuits, 1 journée pour faire ce changement. Et donc quand je parle du transfert de population, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est une transition technique,
puisque le concept des jeux optimise beaucoup l'utilisation des sites pour être raisonnable d'un point de vue notamment financier. Chaque site est utilisé énormément pour l'ensemble des compétitions. Donc nous à Paris, le lieu dans lequel auront lieu les phases de poule, après il y a l'haltérophilie. Donc on sera en démontage pendant toute la nuit du 4 août. Et une partie de l'équipe sera sur ce démontage-là pour libérer au plus vite le site pour l'haltérophilie. Et d'autre part, il y a la transition à Lille, c'est-à-dire que le basket, les phases de poule du basket ont lieu à Lille jusqu'au 4 août à 20h, 22h. Et on doit passer d'une configuration basket à une configuration handball en 2 jours et une nuit, 34 heures précisément. Donc c'est certes des paniers enlevés, des buts installés, mais un peu plus que ça avec tous les impacts TV, etc. Alors du coup, peux-tu nous révéler comment l'équipe handball, on dit, se structure-t-elle? Alors, on a commencé tout petit. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y avait personne pour l'équipe handball. Ensuite, on a eu une manager handball. On a été 3 pendant 1 an en staff rémunéré au sein du COJOP. Et puis, d'ici 2 mois, on sera 10. Donc on va être 10 personnes, donc une organisation qui grandit pas mal et qui est sur un petit peu un modèle start-up. Alors on a la visibilité, on sait où on va s'arrêter, mais ça grandit vite quand même, avec un historique qui est assez important et un besoin de partager énormément d'informations en peu de temps pour mettre les personnes en autonomie. Donc notre recrutement est terminé sur les staffs qui sont rémunérés. Puis on a une autre partie de l'équipe handball qui est juste la partie la plus importante en termes de nom, puisque c'est 300 personnes qui seront volontaires au sein de l'équipe handball, 150 personnes sur chaque site de compétition, enfin dans chaque ville, puisque certaines personnes seront sur les sites d'entraînement aussi. Et donc ces personnes-là, elles arrivent le 18 juillet, premier jour des entraînements. Et donc là, on va passer de 10 à 160. Enfin, à Paris, et ensuite 160 autres personnes à Lille. Et ces personnes-là, c'est finalement ces personnes qui vont livrer les jeux. On peut planifier tout ce qu'on veut, si on n'a pas une force humaine en présence pendant la compétition, on n'y arrivera pas. Donc on est en train de structurer l'équipe handball et elle est loin d'être pleinement à bord aujourd'hui, mais on y travaille beaucoup. Tu nous l'as annoncé tout à l'heure, il y a 2 sites pour les épreuves de handball, à Paris et Lille. Et plus précisément, quels sont leurs atouts et les défis dans la perspective des Jeux? Oui, en effet. Donc on commence par le site de Paris, qui est situé au parc des expositions de Porte de Versailles, qu'on appelle nous l'Arena Paris Sud. Donc son emplacement, il est assez stratégiquement, c'est assez central quand même, très bien desservi. Et puis surtout, j'ai tendance à parler du hand, mais ce site-là de Porte de Versailles, il va être partagé avec le volleyball et le tennis de table qui se joueront en simultané pendant nos compétitions de handball. Ensuite, du coup, l'haltérophilie qui enchaîne. Il y a aussi le centre d'uniforme et des accréditations qui se situera dans un autre hall du parc des expositions de Porte de Versailles. Donc c'est un énorme site. Et la contrainte, enfin le défi en effet qu'on a, c'est que c'est une coquille vide, c'est-à-dire que c'est des halls, c'est des hangars vides qu'on doit aménager de A à Z. Donc quand je dis on, c'est pas nous en tant que direction des sports, mais que le COJOP a la responsabilité d'aménager. Et donc c'est un véritable challenge et défi de se dire qu'on a besoin de énormément de choses, et en ce moment sur des aspects de planification, de validation technique, etc., il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'à Paris, donc nous on part certes le 4 août, mais dans ce site-là, il va y avoir aussi beaucoup d'épreuves paralympiques. 3 sports paralympiques qui auront lieu sur ce site, donc un site immense et utilisé en olympique et en paralympique. Et ensuite, on a le stade Pierre-Mauroy à Lille, du coup. Site complètement différent puisque c'est donc un stade de foot existant qu'on utilise en arena. Donc les équipements en tant que tels, les pièces sont déjà existantes d'un point de vue coulisses.
On a 27 000 places, donc l'ambiance devrait être assez exceptionnelle pour les finales d'un sport assez français quand même. L'arena, elle a déjà été utilisée pour plusieurs sites, pour plusieurs événements sportifs indoor, pardon. Donc le volley, le basket, l'Eurobasket 2015, le mondial masculin 2017 aussi. Donc la page, elle est pas blanche. Il y a déjà un retour d'expérience. Les exploitants du site sont bien rodés. Les équipements, ils sont de haut niveau et on s'appuie vraiment sur le site existant pour pouvoir livrer ces Jeux Olympiques, puisque le site de Pierre Mauroy sera seulement en revanche un site qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de Paralympiques. Par contre, en revanche, il y a plusieurs contraintes qui sont liées notamment à la logistique, où le stade, le terrain de foot n'est pas le niveau auquel nous on va jouer d'un point de vue infrastructure. On joue un niveau plus bas sur du basket et du hand, et ce qui fait que d'un point de vue logistique, les circulations verticales, elles sont très limitées pour amener et évacuer des équipements. Donc sur la transition, c'est très très complexe. Et un autre défi qu'on a, c'est le fait on fait les quarts de finale à Lille pour le handball. Donc c'est 4 matchs dans une journée, les 4 quarts de finale de la compétition le 6 août, et c'est pour les femmes le 6 août, et ensuite pour les hommes le 7 août. En fait, c'est 4 sessions, et à chaque fois, on doit remplir et vider l'aréna entre chaque session. Et en fait, 27 000 personnes à sortir et à faire rentrer dans des délais bien précis. C'est un vrai défi. Nous, on travaille pas dessus à titre de l'équipe handball. On commencera le match, on verra comment ce sera. Mais c'est un vrai défi pour nos collègues des services aux spectateurs. On ressent l'organisation, tu donnes beaucoup de détails qui laissent peu de place à l'improvisation. Comment jaugerez-vous avec ta core team si le handball à Paris 2024 sera une réussite ou non ? Bon, déjà sur le plan sportif, l'idéal c'est de revivre le scénario qu'on a vécu à Tokyo, c'est-à-dire 2 médailles d'or pour l'équipe de France. Après, on a passé la barre très haut avec en plus un titre de champion d'Europe masculin en janvier et titre de championne du monde féminine en décembre. Donc ça, sur le plan sportif, je pense qu'il n'y a pas vraiment de question. L'objectif, c'est celui-ci, à voir si ce sera à la hauteur de nos espérances. Ensuite, sur le plan organisationnel, bien plus terre à terre, nous, notre objectif, c'est de lancer le coup d'envoi de chaque match, de chacun des 76 matchs à l'heure. Notamment parce qu'on enchaîne énormément de matchs. Dans une journée de poule à Paris, on enchaîne 6 matchs. Donc, le moindre retard impact sur... c'est un jeu de domino. Le moindre retard sera très impactant pour l'ensemble de la journée de compétition, voire même le jour suivant si on a trop de retard. Et puis, sinon, qu'est-ce qui serait synonyme de réussite pour le handball ? Je pense que d'un point de vue humain, les Jeux, c'est vraiment une réussite aussi à partir du moment où c'est une fête populaire, c'est-à-dire que les volontaires qui seront avec nous, qui auront le sourire jusqu'aux oreilles, vraiment les émotions qu'on va vivre avec les hymnes, les victoires, le suspense, la fierté que chacun va en ressortir d'avoir participé à ces Jeux, ben c'est vraiment finalement le critère de réussite principal des Jeux, enfin du handball en tout cas, et de l'équipe pour nous. Peux-tu nous décrire les enjeux de ta mission actuelle, si on veut être plus précis ? Ouais, de ma mission actuelle, l'enjeu principal en ce moment, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de trou dans la raquette. C'est une expression qu'on utilise énormément au COJOP, mais en fin de compte, on a un cahier des charges assez précis de la Fédération internationale de handball. Donc on a en tête les exigences. Maintenant, avec la taille de l'organisation de l'événement, faut vraiment s'assurer que tel sujet est bien pris par telle personne ou département en tout cas, et que le jour J ça fonctionne et que cet orchestre se met finalement en œuvre et que les rouages seront bien huilés. Ça c'est vraiment pas trop dans la raquette, c'est vraiment
primordial pour nous et c'est mon sujet de tous les jours. Le deuxième enjeu de la mission actuelle, c'est de bien faire monter à bord les nouveaux arrivants. Notre équipe grandit vite, comme je le disais, et en fin de compte, le but c'est que l'équipe elle soit prête mi-juillet quand on va commencer nos opérations et que la répartition des sujets fait que chaque personne sait ce dont il est en charge et autonome dessus pour qu'on puisse compter les uns sur les autres et vu la densité de la compétition, on puisse s'épauler les uns les autres vraiment. Et ensuite, un des enjeux de la mission actuelle, c'est de préparer l'après-jeu. C'est-à-dire, on est en train d'acquérir des équipements sportifs pour le handball. On est en train d'acquérir des buts, des ballons, des cartons, des stèles pour les ballons, des stèles pour les pots de résine des handballeurs. Il y a un vrai sujet d'héritage de qu'est-ce qu'on fait de ces équipements sportifs et comment on les met au profit de l'écosystème français. Donc là-dessus, c'est un sujet qu'on anticipe dès à présent, de se questionner et de travailler en lien avec la Fédération française de handball pour prévoir une deuxième vie pour ces équipements sportifs et ne pas qu'ils servent seulement une fois 2 semaines, mais bien redistribuer et assurer l'utilisation à bien plus long terme de ces équipements-là. Quelles sont les clés de ta formation qui t'ont permis d'accéder à ta mission aujourd'hui ? Du coup, la formation en MAE, MPI, Management de projet et innovation, ça m'a vraiment apporté cette agilité sur les process d'amélioration continue qu'on a pu étudier, qui pouvaient paraître théoriques quand on les étudiait en cours. Ça s'est vraiment révélé très applicable, en tout cas dans l'expérience professionnelle que j'ai aujourd'hui. Donc cette agilité, la capacité à toujours s'adapter, chercher comment est-ce qu'on améliore le process qui est en place, on le rend plus efficace, plus efficient en tout cas. Donc ça, sur cet aspect-là, c'est indéniable. Et puis le deuxième aspect, c'est vraiment le format de la formation qu'on a eu était beaucoup basé sur déjà une petite promo qui travaillait beaucoup en groupe. Beaucoup de temps de travaux groupe où certes on avait un peu ces cours un peu magistral et descendants entre guillemets, mais c'était seulement une introduction et ensuite on développait tout ça au travers de travaux de groupe. Et donc cet aspect-là de travailler avec des personnes qui ont des profils différents, qui ont des points de vue, des méthodes différentes, c'est vraiment quelque chose qui a été très enrichissant pour en fait switcher de ce mode un peu scolaire à professionnel et finalement dans le poste que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment 2 aspects essentiels, l'agilité et le travail en collectif dans la complexité du projet qu'on a et puis le caractère toujours un peu imprévisible des compétitions sportives où on sait qu'il va falloir qu'on puisse compter les uns sur les autres. Souhaites-tu ajouter quelques éléments sur l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques ? Oui, le comité d'organisation des Jeux affiche depuis le début, depuis son attribution en tout cas, les ambitions révolutionnaires, spectaculaires, durables. Et vraiment pour moi, d'un point de vue humain, l'équipe qui est aujourd'hui en place, l'énergie quotidienne que chaque collaborateur donne, pour moi c'est vraiment impressionnant et l'émulsion que tout ça génère au travers de cette organisation des Jeux, c'est quelque chose que je regrette presque déjà parce que c'est quelque chose d'assez unique, je pense, et c'est assez rare d'avoir un événement, d'avoir un projet vers lequel on est tous rassemblés, on est tous unis et on a un objectif commun avec des échéances précises. Et donc cette particularité du projet fait vraiment de l'organisation des Jeux quelque chose d'assez unique, je pense. Et puis sur l'organisation en tant que telle, si on parle à date, je pense qu'on est à un stade d'avancement du projet où, en fin de compte, on voit les premiers projets phares, en tout cas, qui aboutissent, qui se concrétisent. Et notamment le week-end dernier, il y avait la convention des volontaires à la Défense Arena, où il y a eu
je crois que c'est 20 000 volontaires qui étaient rassemblés, 12 000 en ligne. Et en fait, ce premier moment de partage avec les personnes qui vont livrer l'événement, vraiment, c'est des personnes qui vont donner leur temps, qui vont être au cœur des jeux. Ça, de les voir rassemblés, de les voir monter à bord aussi, un petit peu quand même, même si on est que en mars. C'est très important d'un point de vue organisation. Et puis on a aussi la remise des clés du village olympique et paralympique qui ont été remis par la Solidéo, qui a fini ses travaux et qui passe la main à Paris 2024 pour les aménagements temporaires et les opérations. Les premiers sites de compétition qui ont leur montage qui ont commencé. Ces étapes reflète vraiment l'avancement actuel de l'organisation des Jeux, et ça fait plaisir de voir les choses se concrétiser après tant d'années de planification. Je te propose à présent de revenir à toi, si je me permets quelques questions personnelles. Quel est ton défi personnel du coup cette année ? Pour moi, le défi personnel de cette année est dans la continuité de celui de l'année dernière, donc depuis 2023. Mais c'est pas le même défi que celui que j'ai eu sur les 4 années précédentes où j'étais dans la direction des sites et infrastructures. Donc le défi de cette année, il est donc très sportif puisque je suis dans la direction des sports. Et donc le premier défi, c'est vraiment de livrer cette compétition de handball avec les 9 autres membres de l'équipe sans problème majeur, c'est-à-dire des reports d'un jour d'un match par exemple. Et puis mon défi personnel, très personnel, c'est de continuer à prendre du plaisir avant tout, parce que à l'origine le but c'était de faire de ma passion mon métier, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder, et le tout bien sûr sans mettre en péril ma santé. Donc sachant que le rythme va être assez intense, c'est vraiment un défi et une préparation en soi, de se dire certes on planifie les opérations, mais aussi on se prépare personnellement à vivre ce rush de plusieurs mois. Ensuite du coup le deuxième défi sur cette année, c'est vraiment de construire notre équipe, des enjeux d'intégration qui sont énormes. On va vivre ensemble quand même pendant plusieurs semaines avec l'équipe handball, donc répartir les sujets, garder du plaisir, partager un peu notre vie au quotidien, ça va être vraiment un enjeu crucial. Et puis un autre défi pour cette année, puisque pour l'instant moi, mon poste se finit à l'été 2024, c'est de commencer à penser à l'après JO. Puisque du coup dès l'automne prochain je serai sur le marché du travail, et donc moi j'ai vraiment ce besoin de pouvoir anticiper comme je peux en tout cas. Et puis et donc l'objectif ce serait d'essayer de rester dans le domaine de l'événementiel sportif, mais en se partant de Paris, donc on n'est pas forcément sur quelque chose de très très compatible, et dans tous les cas si ça se fait pas dans l'événementiel sportif, in fine, la gestion de projet, j'en suis convaincue que je souhaite rester dans ce domaine-là, peu importe le projet finalement, même si j'ai une petite sensibilité pour le domaine de l'agroalimentaire quand même. Es-tu sport collectif ou sport individuel ? Sport collectif, mais vraiment sans aucun doute, et c'est clairement lié à mes parents. Avec ma maman qui a toujours été basketteuse, et je pense que je suis tombée dans le basket grâce à elle, je dirais pas à cause, mais grâce à elle. Mes premiers souvenirs de quand je suis toute jeune, je crois que c'est vraiment sur un terrain de basket où je vois ma mère jouer. Et le deuxième, mon père du coup sur l'aspect collectif, c'est pas du tout sportif, mais c'est vraiment juste sa vie professionnelle, il est chef d'entreprise dans le milieu agricole, mais il n'est pas chef d'entreprise tout seul, il est avec ses 3 frères en associé, et dans l'agroalimentaire du coup. Et ça c'est... plus je grandis et plus je me rends compte que c'est totalement lié, d'avoir vu toujours les choses se construire en équipe et jamais individuellement. Es-tu sport
D'intérieur ou sport extérieur? Les deux. Ça dépend du cadre, mais sport d'intérieur, du coup, basket, le squash, forcément. Et sport d'extérieur, franchement, quand on a la chance d'être en Bretagne et aller courir à la mer, c'est quand même assez appréciable. Quel meilleur souvenir as-tu des Jeux Olympiques, si tu ne dois retenir qu'une image des précédents JO? Je pense que l'image qui m'a marquée, elle est certes sportive, mais aussi et surtout humaine. Et c'est les interviews d'après-match aux Jeux Olympiques de Londres 2012, où l'équipe de France féminine de basket était en train de faire une surprise générale, puisque c'était les braqueuses, leur surnom du coup les braqueuses, avec Céline Vimert qui a enchaîné pendant cette compétition des 3 points improbables qui faisaient basculer les matchs, qui les ont amenés jusqu'en finale. Contre les États-Unis, bien entendu. Et donc, au fil de ce cheminement des qualifications, il y avait un rituel qui s'était créé à la fin de chaque match où les 3 intérieurs de l'équipe, qui étaient des très bonnes vivantes, venaient au micro de France 2 et chantaient des incontournables du répertoire de Céline Dion. Et juste, moi, c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué quand j'étais jeune certes, il y a la compétition, on gagne, et on est compétitif face aux grandes nations du basket. Et puis en plus après on profite en équipe, on exprime sa joie en fait les jeux ne s'arrêtent pas à la compétition, mais il y a aussi tout un cheminement derrière. Et du coup je crois que pour moi c'est vraiment ces moments-là qui m'ont fait réaliser ça, ce parcours athlète et puis toute l'organisation qu'il y a avant, après, sur les Jeux. Sur quel lieu d'accueil des Jeux Olympiques pourrons-nous te rencontrer? Mais du coup, je serai sur les 2 sites du handball. Donc, en premier sur le parc des expositions. Et donc, ça débutera du 25 juillet au 4 août. Au parc des expositions à Paris, pardon. Et donc normalement, j'espère qu'on ne voit pas à la télé, c'est pas très très bon signe, mais normalement je serai à la table technique pour faire vraiment le lien avec la fédération internationale et le comité d'organisation sur les différents sujets qu'on a à gérer, les imprévus qu'on pourrait avoir aussi. Et puis après, moi personnellement, je pars à Lille à partir du 4 août, donc je vois pas le dernier. Enfin, je participe pas au dernier jour de compétition de handball à Paris, mais je pars déjà à Lille pour préparer cette transition du basket vers le hand du coup à Lille. Et donc du 4 août, mais surtout à partir du 6 août, le premier jour des quarts de finale jusqu'au 11 août, je serai à Lille. Après avoir délivré la bonne transition du terrain de compétition de basket vers un terrain de handball. Et puis si j'avais un choix ailleurs, je pense que je choisirais la place de la Concorde. Bon, forcément parce que c'est du basket 3-3, ça reste du basket et c'est génial. Et l'équipe de France féminine est déjà qualifiée, on attend que les garçons soient qualifiés, mais on croise les doigts. Et vraiment, ce site, il va être spectaculaire. Il va être incroyable de par la nature des sports qui s'y dérouleront aussi, qui sont des sports très modernes, des sports urbains. Et puis, c'est vraiment des sports où c'est à l'instinct, c'est la rapidité, c'est l'état d'esprit, c'est le combat aussi un petit peu. Donc vraiment, tout ça dans un cadre historique de Paris, ça peut être que magnifique. Et pour terminer, aurais-tu un pronostic sur le nombre de médailles pour la France? Je saurais pas me prononcer, je veux pas nous porter la poisse, et je suis pas sûre que finalement le nombre de médailles est ce qui sera le plus important. Donc pour le handball, forcément, je suis obligée de rêver à 2 médailles de la plus belle des couleurs pour la France. Pour le reste, je sais pas. On verra, mais dans tous les cas, les histoires humaines seront belles et autant sur les Olympiques que les Paralympiques, c'est peut-être ça le principal.
Nous sommes ravis de t'avoir rencontré. Je rappelle que nous étions en compagnie de Karine Bizien, que je remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions, et merci pour ta disponibilité. Nous vous transmettons à vous qui préparez ces JO et de la part de nos 40 000 alumni tous nos vœux de réussite dans votre mission pour le dernier sprint, et nous vous souhaitons de très bons Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À très bientôt. Merci beaucoup.